Salut à tous, bienvenue dans le Carnet des Champs. Aujourd'hui, on se retrouve à Denon, dans le canton de Vaud, au domaine du Grand Art, avec Antoine Sauty, pour parler des soins apportés aux vignes, en particulier contre certains champignons pathogènes. Salut Antoine. Salut Léa, bienvenue. Merci. On est le 24 juin, on voit que les vignes sont belles, le feuillage est dense. On est à quel stade de développement à cette saison ? Alors à cette saison, on va parler de cette année parce que chaque année on a des stades de développement un petit peu différents selon les dates. On est en train de terminer la fleur de la vigne. Alors on est sur une année vraiment particulière parce qu'on a une floraison qui est très hétérogène, d'un cépage à l'autre et même au sein d'un même cépage selon les parcelles ou selon la position de la souche sur la parcelle, en haut, en bas. Le climat a vraiment joué les troubles faits cette année. Donc on est en train actuellement de défeuiller la zone des grappes, histoire de favoriser un petit peu la ventilation de cette zone-là, pour justement lutter un petit peu contre les maladies fongiques dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à prévoir quand est-ce qu'auront lieu les vendanges ? Il y a évidemment des subterfuges, des petites théories de grand-père pour le faire. On parle de 100 jours après fleur. Alors il y a des années dans lesquelles c'est très facile de le faire parce que la fleur est assez homogène, elle est circonscrite dans une période de temps restreinte. Cette année, ça va être un petit peu plus compliqué. On peut partir du principe qu'on sera à 100 jours après le 20 juin à peu près. Antoine, aujourd'hui, on aimerait aborder la question des soins apportés aux vignes contre certains champignons pathogènes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous présenter quels sont finalement ces fameux champignons qui posent problème dans la vigne ? Alors les fameux champignons qui posent problème dans la vigne, je dirais qu'ils sont au nombre de 3. C'est évidemment les deux majeurs que sont Oïdium et Mildiou, qui sont deux champignons qui s'attaquent soit au feuillage, soit aux grappes, soit aux deux. L'Oïdium peut se retrouver sur les grappes comme sur les feuilles, le Mildiou sur les feuilles essentiellement. C'est deux champignons contre lesquels on lutte tout au long de la saison de végétation, jusqu'à peu de temps avant la vendange. Le troisième champignon, je dirais, c'est le botrytis. Le botrytis, c'est donc un champignon qui se développe sur la grappe grâce au sucre qui se trouve dans le raisin. Celui-ci, en termes de stratégie de lutte, il n'y a pas grand-chose. C'est en général des mesures prophylactiques. Donc c'est des mesures qu'on prend en amont, juste avant la récolte en fait. À partir du moment où le raisin a fait sa véraison et puis que le sucre commence à monter dans le fruit. Et ces mesures prophylactiques, c'est essentiellement basé sur l'aération. Donc c'est principalement sur ces 3 champignons que tu nous as expliqués qu'on va appliquer ce qu'on appelle des fongicides. Maintenant, toi qui es en bio, comment tu fais pour lutter quand même contre ces champignons pathogènes ? Alors en bio, en fait, on fait comme en conventionnel. Au niveau des techniques d'application, on travaille en pulvérisant des produits sur la vigne. Les traitements en bio, ce qui diffère des traitements conventionnels, c'est les matières actives qu'on est en droit d'utiliser et puis la stratégie d'application. Cette stratégie, elle est essentiellement liée à la période. Donc en bio, on est avec des produits de couverture, on n'est que sur des produits qui sont là en préventif. On n'a pas de produits ou très peu de produits curatifs. On n'a pas d'accès à des produits systémiques ou pénétrants. C'est tous des produits qui sont en contact, donc en couvrance sur le végétal. Puis finalement, est-ce que ces traitements, ils sont obligatoires pour avoir une bonne récolte ou on pourrait s'en passer et puis essayer de ne plus en utiliser du tout ? Alors ces traitements, ils sont obligatoires par rapport aux cépages qu'on cultive. Aujourd'hui, il y a des cépages qui ont été mis au point pour être spécifiquement résistants justement à ces maladies qui nous posent problème, que sont l'oïdium et le mildiou en particulier. C'est des cépages que je n'ai pas dans mon panel, que je pense éventuellement installer sur mes cultures dans l'avenir. Mais évidemment, quand on a une vigne qui est en place, elle est en place pour déjà un certain laps de temps. En général, on est plutôt aux alentours de 25-30 ans. Donc des réflexions sont à mettre en œuvre pour savoir si c'est valable par rapport aussi au positionnement stratégique du domaine. Les nouveaux vins qu'on souhaite créer, est-ce que, oui ou non, on part sur des divicos, on part sur des cépages, disons, des cépages en général rouges, résistants à ces deux maladies en particulier. Au final, est-ce que tu aurais des clés à nous donner pour avoir une bonne production et avoir une bonne protection de la vigne ? À quoi est-ce qu'il faut vraiment faire attention ? La clé, c'est premièrement aller régulièrement visiter sa vigne. Et encore, quand on connaît bien une parcelle, on sait que certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Donc ça, c'est des choses que je suis en train d'essayer de m'approprier un petit peu parce que je suis tout neuf dans le métier.
mais c'est des choses que avec lesquelles j'essaie de me familiariser maintenant. Après, c'est intervenir quand on a une fenêtre météo. Donc en général, on a des critères. Les critères, c'est le laps de temps qui s'est écoulé depuis le dernier traitement. On parle d'une dizaine de jours. En bio, on est plutôt aux alentours de entre 8 et 10 jours, entre 8 et 11 jours quand tout va bien, parce qu'on a des précipitations qui lessivent les produits. Et puis deuxièmement, on a la pousse du végétal qui fait qu'on a de nouvelles zones de végétal non couvertes qui apparaissent et pour lesquelles on doit intervenir, histoire de les protéger. Dis Aurélien, tu peux nous présenter les conditions d'utilisation des fongicides bio dans la vigne? Et si on abordait un autre sujet polémique, l'usage du cuivre en viticulture bio? On entend parfois que les vignerons bio pollueraient encore plus que leurs collègues vignerons conventionnels car ils balanceraient dans l'atmosphère et dans l'écosystème des doses de cuivre indécentes. Tout d'abord, qu'est-ce que le cuivre? Il s'agit d'un élément naturel que les vignerons utilisent pour lutter contre le mildiou. En sa qualité de métal lourd, effectivement, le cuivre peut s'accumuler dans le sol, l'écosystème et les organismes et devenir un polluant à long terme. Maintenant, quelques chiffres. Les viticulteurs conventionnels ont le droit d'utiliser au maximum 4 kg de cuivre par hectare et par année. Les viticulteurs bio, eux, ont le droit à 6 kg lors des années de forte pression, à condition que la quantité sur 5 ans ne dépasse pas les 20 kg par hectare. Autrement dit, la limite maximale est la même pour la viticulture conventionnelle et la viticulture bio. Dans les faits, une étude menée par Fibel en 2015 a montré que 73% des viticulteurs bio n'atteignaient pas la limite maximale des 4 kg par hectare et par année. Et qu'à l'échelle nationale, cette même moyenne oscillait donc entre 2 et 2,5 kg de cuivre par an et par hectare. Voilà, on espère qu'avec ces chiffres objectifs, vous pourrez faire vos choix de consommation en toute conscience et surtout en Suisse. Antoine, on est de retour avec toi sur ton domaine. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Alors mon exploitation, elle est somme toute assez petite. On est sur une surface d'environ 9 hectares. Alors on l'a vu tout à l'heure, j'ai de la vigne. C'est le cœur de mon activité. Et puis pour avoir un petit peu de mixité, on a aussi un verger haute tige dans lequel on est en train de se balader, qui sont des fruits quasiment uniquement dédiés à la distillation, parce que ça reste maintenant un pôle assez important en termes commercial. Et à côté de ça, j'ai commencé à la reprise l'année passée à prendre quelques animaux, notamment les moutons qu'on peut éventuellement deviner derrière nous. Donc un domaine bien diversifié. Un domaine bien diversifié, mais pas de grande culture. C'est pas dans les projets, c'est pas dans l'historique de l'exploitation. Et puis ça fait pas partie des connaissances que je maîtrise suffisamment pour me lancer dans une aventure comme ça. Puis alors, qu'est-ce qui te passionne dans l'agriculture? C'est un petit peu comme d'habitude, on fait pousser des plantes, on les voit évoluer, on a des cycles, on a des saisons, on n'a jamais 2 années les mêmes, même si en ce qui me concerne c'est tout frais. La reprise est intervenue donc l'année dernière. On a justement ce renouvellement chaque année, quelque chose de nouveau, de l'inédit et puis plein de choses à construire. Chaque printemps, toute la culture est à reconstruire. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien. Maintenant, c'est aussi l'aspect transformation des produits, avoir le végétal qui pousse, qui donne des fruits, et puis ces fruits peuvent être soit consommés tels quels, soit transformés. Et cette transformation, elle donne des produits qui sont relativement nobles, et j'attache une importance assez particulière justement à délivrer à la clientèle un produit noble, de qualité. Et puis aujourd'hui, si tu pouvais changer quelque chose, que ce soit dans le monde agricole ou dans le reste de la société, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer? Bien sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait changer. De mon point de vue, en tout cas essentiellement liées à la perception qu'on a de l'agriculture. L'agriculteur est un petit peu stigmatisé quand il s'agit d'environnement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va prendre son tracteur, sprayer ses produits sur ses cultures. Je ne sais pas si dans l'imaginaire collectif, l'agriculteur a du plaisir à le faire. C'est de loin pas mon cas. C'est à quelque part une obligation parce que finalement, sans cette protection, avec les variétés qu'on cultive aujourd'hui, on n'aurait malheureusement pas de récolte. C'est sûr qu'on ne fait pas tous tout juste. Moi-même, je pense qu'il y a des choses que je pourrais faire beaucoup mieux. Il y a quand même, je pense, derrière chaque agriculteur, une conscience et l'envie de bien faire. On a vu qu'au niveau culture, tu étais vraiment bien diversifié. Ouais. Là, on se trouve devant un étang, c'est pas forcément commun sur un domaine agricole.
Est-ce que tu as mis des choses en place exprès pour la biodiversité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, ça me tenait à cœur de rendre à la nature aussi un petit peu son aspect naturel. Le printemps passé, on a creusé un étang. L'automne passé, on a planté une haie qui fait environ 400 mètres avec presque 600 arbres dedans. Ça, c'est des mesures qui ne sont pas obligatoires. C'est des mesures que j'ai mises en place parce que j'avais envie de le faire. Et puis l'autre pendant de cette histoire, c'est qu'on se rend compte d'une chose, c'est que l'agriculteur, il a l'accès à la terre, ce que le commun des mortels n'a pas forcément. Et puis, quand on a l'accès à la terre, à mon sens, on doit aussi un petit peu montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ça passe par ce genre de mesures, ça passe par mettre en place des choses qui vont favoriser la présence de différents oiseaux, de différents animaux, de différents insectes, pas que viser l'outil de production. On vous avait promis des dégustations au Carnet des Champs. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un carnet de serre. Antoine, si on veut découvrir tes produits, où est-ce qu'on peut se rendre? Alors on peut se rendre avant tout sur Internet. Il y a le site Internet du domaine du Brantard, qui est donc en ligne depuis peu, encore un tout petit peu en construction, mais l'essentiel y est. Et puis autrement, je vous accueille évidemment avec plaisir sur le domaine, c'est-à-dire là où on se trouve actuellement, pour faire déguster l'intégralité de la gamme des produits qu'on propose, c'est-à-dire vin et eau de vie. Est-ce que tu as des spécialités que tu aimerais nous présenter? Alors des spécialités à présenter, je pense que chaque produit finalement est une spécialité quand on parle d'eau de vie. En tout cas, après les vins, on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Mais il n'y a rien que j'ai envie de mettre en avant particulièrement aujourd'hui parce que, voilà, comme j'ai repris l'année passée, ma première récolte de vin est arrivée en bouteille très récemment. Et en fait, chacun mérite d'être découvert. Il y a quelques best-sellers, mais je pense que le plus intéressant, c'est quand même de venir les découvrir. Et là, on a la chance de déguster quoi? Alors là, on a la chance de déguster une Mirabelle qui est élevée entre 4 et 5 ans en fût de chêne et puis mise en bouteille après être réduite. Et on est sur un alcool de 43% volume. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus sur ton domaine. C'était un plaisir. On espère que la saison continuera d'être bonne comme elle a commencé. Et puis, santé! À ta santé. C'était donc la première fois que nous vous emmenions dans une exploitation bio avec Carnet des Champs. Mais sachez que Timac Agro Suisse n'est pas en reste pour vous proposer des solutions adaptées à ce type d'exploitation. C'est même devenu notre spécialité. En ce qui concerne la protection des vignes, je ne peux que vous recommander notre gamme Bioforte, des biostimulants à base de concentré d'algues qui vont avoir un effet significatif sur l'augmentation de la photosynthèse et l'assimilation des éléments minéraux. En fonction de la saison, du stade de développement de la vigne ou alors de la qualité de vos sols, vous pourrez choisir parmi 4 produits. Par exemple, le Bioforte Fer qui permettra de lutter contre la chlorosphérique, le Bioforte Bore dans le cas où vos sols montreraient une carence pour cet élément et qui risque d'avoir des conséquences sur la floraison de la vigne. Enfin, après, au niveau de la nouaison et de la véraison, vous pourrez faire le choix d'un Bioforte Magnésium pour lutter cette fois contre le dessèchement de la rafle ou enfin, principalement pour les cépages rouges, un Bioforte Calcium qui permettra d'épaissir le derme du raisin et donc permettre une meilleure intensité colorante des futurs vins. Attention cependant, comme tout engrais foliaire homologué en bio, son utilisation demande une autorisation et une preuve de la carence faite au préalable. Vous pouvez soit observer les symptômes directement sur les feuilles, soit fournir une analyse de sol ou bien encore une analyse fluorimétrique qui est une spécificité offerte par Timac Agro Suisse, mais je vous propose de parler de ça dans un futur épisode. À bientôt dans Carnet des Champs.